Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le thème des territoires de la mondialisation. La mondialisation, c'est quoi? La mondialisation, c'est d'abord un processus historique d'extension du système capitaliste qui rend le monde interdépendant. Il se caractérise par la multiplication des échanges de toute nature, matériels, immatériels et de personnes. Et enfin, les territoires sont mis en compétition dans la mondialisation. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'un territoire du point de vue du géographe? En géographie, la notion de territoire est fondamentale. Un territoire, c'est un espace délimité approprié par ses habitants. Il s'observe à plusieurs échelles, à l'échelle locale, régionale et également à l'échelle mondiale. Certains territoires sont intégrés dans la mondialisation, d'autres demeurent donc en marge de la mondialisation. Premier point, les territoires moteurs de la mondialisation. Grand A, des territoires très intégrés. On observe tout d'abord la prépondérance des pôles de la triade. Ces derniers sont donc l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Asie orientale. L'expression triade vient de l'économiste japonais Kenichi Omae, qu'il a utilisé en 1985 pour parler de la concentration de la richesse et de 15% de la population mondiale dans ces trois régions. Il représente 85% de la capitalisation boursière mondiale à New York, Londres et Tokyo, 85% des investissements en recherche et développement, 80% du TIB, 80% des FTN, 80% des investissements directs à l'étranger, les IDE, et 70% de la production industrielle mondiale. Les pôles de la triade concentrent également les centres de commandement politique, économique, financier et militaire, avec par exemple les sièges sociaux de grandes organisations internationales telles que l'ONU, le FMI ou encore la Banque mondiale. Mis à part la triade, on observe également des espaces intégrés. Tout d'abord, autour d'eux, certains pôles y sont associés. C'est le cas de l'Australie, des pays de l'Europe hors Union européenne. S'observe ensuite la montée des BRICS. Cet acronyme anglais a été créé en 2001 par Jim O'Neill, économiste de la banque d'investissement Goldman Sachs, pour qualifier ces pays dits émergents, c'est-à-dire des pays avec une forte croissance du PIB dont le poids dans l'économie mondiale augmente, le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud. Enfin, il faut signaler le poids des pays dits encore aujourd'hui nouveaux pays industrialisés, les NPIA, même si le terme commence à être dépassé. C'est le cas de la Corée du Sud, de Hong Kong, qui est rattaché désormais à la Chine, Singapour et Taïwan. Grand B, les territoires de la mondialisation sont également des lieux d'échange privilégiés. Tout d'abord, les villes mondiales. Il faut savoir que plusieurs termes existent pour parler de ces villes qui dominent. Les villes mondiales, les villes globales, les villes mondes. Pour les définir, il s'agit d'une ville qui exerce des fonctions stratégiques à l'échelle mondiale, un centre qui organise des flux et s'inscrit dans des réseaux, un pôle de commandement dans la mondialisation. Cette expression a pour origine les travaux de l'économiste Saskia Sassen qui a développé en 1991 le concept de Global Cities pour parler de New York, Tokyo, Londres et Paris. Ces villes dominent les grands réseaux urbains bien reliés entre elles et forment ce que le géographe Olivier Dolphis appellera l'archipel mégalopolitain mondial. Autre lieu d'échange privilégié, les interfaces. Les interfaces en géographie sont des lieux d'échange intenses entre deux espaces géographiques différents. Les interfaces sont souvent maritimes, c'est le cas des ports ou encore des points de passage stratégiques comme les détroits, les canaux comme le canal de Suez ou de Panama qui favorisent les échanges. Mais les interfaces sont également des zones frontalières, c'est-à-dire des zones d'échange entre deux pays qui partagent une même frontière. On peut prendre en exemple la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Autre lieu d'échange privilégié dans la mondialisation, les zones franches. Celles-ci sont mises en œuvre par les États qui décident de défiscaliser un espace bien délimité pour favoriser l'implantation d'entreprises. Par ailleurs, il y a également le cas des paradis fiscaux. Il s'agit d'un territoire où la fiscalité réduite est nulle et où le taux d'imposition est inexistant. Ces paradis fiscaux soulèvent des questions éthiques, mais c'est tout de même intégré dans la mondialisation. Grand 2, des territoires et des sociétés inégalement intégrés à la mondialisation. Grand A, les PMA, les pays moins avancés. Les PMA sont 50 et ils souffrent d'exclusion économique. Ils se situent en Afrique subsaharienne, comme par exemple au Niger ou au Rwanda, au Mali, en Asie, avec l'Afghanistan, le Bangladesh, et en Caraïbes, avec Haïti. Ils connaissent des situations géographiques enclavées, des régimes politiques instables et la faiblesse du tissu industriel. Grand B, les autres espaces périphériques marginalisés.
Tout d'abord, il y a les angles morts de la mondialisation, soit des pays qui s'excluent par choix idéologique, c'est le cas de la Corée du Nord, et encore les zones grises, c'est-à-dire des territoires qui échappent au contrôle de les États, comme le nord du Mali par exemple, également à l'intérieur des villes, des quartiers paupérisés qui ne s'intègrent pas à la mondialisation comme on le voit ici à Détroit. Deuxième point, les territoires naturellement marginalisés. Ce sont des espaces vides de faible densité, ou encore des déserts chauds, comme le Sahara, des déserts froids, tels que la Sibérie ou l'Arctique, et enfin, des forêts primaires importantes, qui ne s'intègrent pas à la mondialisation. Et voilà, nous avons fait le tour de la question sur les territoires de la mondialisation. À bientôt pour une nouvelle capsule.